Il est haut fonctionnaire rattaché au bureau organisation et méthode de la présidence de la République. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'ouvrage intitulé Le mariage entre amour et désamour. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Oumar El Foutiyou Ba. Bonsoir M. Fall, bonsoir M. Ba. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous faites partie de nos invités favoris, je dirais. Non pas parce que c'est vrai que vous êtes tous les deux de brillants écrivains, mais parce que vous produisez beaucoup également. Vous faites partie des écrivains les plus inspirés, je dirais, actuellement au Sénégal. Nous allons commencer par vous, Monsieur Fall. Vous venez nous présenter votre dernier roman qui s'appelle « Le monde est plein de faux couples ». Oui. Je pense que c'est un thème qui vous tient à cœur parce que j'ai un peu retrouvé un peu la même thématique que votre, pas le dernier, mais le roman que vous avez sorti. Blessure un peu. d'amour. Blessure d'amour. Vous avez un peu commencé dans l'ouvrage, dans Blessure d'amour, à esquisser un peu cette notion de faux couple, cette notion de faux couple qui vous tient à cœur. Et également, on retrouve une constante un peu dans le roman, c'est le fait que, même si ce ne sont pas des autobiographies, vous dites toujours que ce n'est pas des autobiographies, mais dans cet ouvrage, on voit un peu une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire que vous êtes un ancien, je dirais, un enseignant à la retraite qui écrit sur un enseignant à la retraite qui lui-même écrit sur un enseignant à la retraite. Vous, le héros de personnage principal est un enseignant à la retraite qui est écrivain également, comme vous. Et lui, son œuvre majeure est un roman qui parle d'un enseignant à la retraite et qui est écrivain en même temps. Donc, vous faites une sorte de mise en abîme, toujours pour parler d'une personne qui vous ressemble beaucoup. Oui, vous savez, avant de commencer, je devrais d'abord dire que, bon, l'émission vient à son heure. Hein. Vous savez que le mercredi 14, on a célébré la Saint-Valentin. Absolument. Et je pense qu'il faudrait quand même faire un clin d'œil aux femmes. Tout à fait. C'est un peu le thème de l'émission. D'autant que notre émission parle de mariage et de faux couple, je voudrais offrir un poème. Avec plaisir. À celles qui nous écoutent. Absolument. Et surtout à notre charmante réalisatrice, puisqu'elle est là. Absolument. À tout seigneur, tout honneur. Et donc, toutes les techniciennes qui sont sur le plateau également. Hein? Et toutes les techniciennes qui sont sur le plateau, les caméramans. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons un plateau de femmes. Beaucoup de monde, les femmes sont bien représentées. Donc, le poème, je t'ai choisi, que chacune d'elles imagine que c'est elle que j'ai choisi. Sauf celles qui sont mariées, évidemment. Oui, sauf celles qui sont mariées, bien sûr. Les célibataires. Bon, je t'ai choisi de fragrance, danse, d'encens, pour la langueur des longues nuits de décembre, quand le froid, donnant la main à la solitude, louvoie dans l'alcôve où les cœurs se dialoguent, quand les langues s'empattent dans la somnolence. Je t'ai choisi de bouche pleine comme une lune de 3 jours pour boire à la coupe de tes lèvres l'élixir des veillées d'antan, quand la verve des gris au clair des étoiles nouées et dénouées, énigmes et proverbes. Je t'ai choisi de taille musicale pour rythmer la course de mon sang, quand ma faim de tendresse me lance à ta poursuite, à travers les mornes et les pâturages de ton corps, de fragrance, danse, d'encens, de bouche pleine comme une lune de 3 jours, je t'ai choisi d'ébène et de beauté subtile. Quand les barres dégraineront leurs versets sonores, je te brandirai pour manifester ma terre à laquelle tu ressembles, par la brousse brûlée de ta chevelure, le miroitement de tes yeux de rivière, la promesse de tes rires de rizière et le grain fin de ta peau contre laquelle je viens essuyer mes larmes, moi, le fils du Sahel qui ai vu
tarir la vie dans le regard affamé de tant de mes frères d'Éthiopie. Très beau poème, c'est vrai. Donc ça nous permet un peu d'introduire, comme vous le disiez. Donc, comme vous disiez, moi, quand j'écris, moi, je pars toujours de mon vécu, des choses que je connais, que je maîtrise, hein, parce que quelque part, on dit qu'on ne parle bien que de ce que l'on connaît. Absolument. Donc, mes personnages principaux sont plus ou moins proches de moi, mais ce n'est pas une biographie que je fais. Je parle un peu de moi, mais aussi je transcende ma propre personnalité pour approfondir les choses, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que quelqu'un dit que j'écris très près de moi. Absolument. Mais aussi, c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je ne peux pas inventer quelque chose où je ne me retrouve pas, où mes lecteurs ne se retrouvent pas. Parce que si des fois j'utilise la première personne du singulier, des fois c'est la troisième personne du singulier. Donc dans la collégienne, c'était un enseignant. Je suis parti de ma propre expérience. Dans Blessure d'amour, c'est un peu ma vie, un peu romancée. Ici, le monde est plein de faux couples. C'est une obsession que j'ai depuis longtemps, hein, parce que chacun de nous là vit ce petit problème. Peut-être qu'il y a des privilégiés qui ont rencontré l'âme sœur, la vraie femme à laquelle ils pensaient, ou bien les femmes aussi ont ce même problème. Parce que moi je me dis, parce que quand j'étais étudiant, quand je lisais les poèmes des auteurs classiques, ils parlent toujours des dieux jaloux. Les dieux sont jaloux du bonheur des hommes. Parce que moi, je me dis que si un homme rencontre la femme idéale, il est au paradis. Et vice-versa, si une femme rencontre aussi l'homme idéal, mais c'est formidable. C'est les histoires de Roméo et Juliette, etc. Roméo et Juliette, ça finit mal. Là, hein? Je dis Roméo et Juliette, ça finit mal quand même. Oui, mais justement, parce que les dieux sont jaloux. Parce qu'en général, les véritables amours finissent toujours par une tragédie. J'ai vu un film, je crois que c'était Matador ou quelque chose comme ça, mais les amoureux se cherchaient. Mais quand ils se sont rencontrés, c'est comme deux étoiles qui se sont télescopées. C'était vraiment l'explosion. Et je me dis que vraiment, la rencontre de l'amour majuscule, c'est ça. C'est une explosion, hein? C'est un court-circuit. Quand vous rencontrez ça, vous pouvez crever, avoir une crise cardiaque. Absolument. Et ce que vous appelez, comme vous dites, vous avez cette obsession des faux couples, mais ce que vous appelez peut-être des faux couples, c'est peut-être justement juste des couples. Parce que, comme les couples que vous nous décrivez dans l'ouvrage, il y a beaucoup de couples qu'on voit en filigrane. D'abord, parfois, on utilise le néologisme le trouble, parce que le personnage principal a deux épouses, donc ça lui fait un trouble. C'est-à-dire qu'ils sont trois, donc ça fait le personnage principal a deux épouses. Il vit différemment ses relations avec chacune d'elles, et vous nous les décrivez très bien dans l'ouvrage. Il y a le couple que forment, ou bien les couples que forment les voisins. Un voisin avec son épouse, l'autre voisin avec son ex-épouse, entre guillemets, et son couple avec son chien, sa chienne qu'il promène tout le temps. Mais ce que vous appelez des faux couples, c'est peut-être simplement des couples, parce que les couples sont différents en fait. Oui, bien sûr, ce sont des couples, mais il y a des couples idéaux et il y a des couples qui sont là tout simplement parce qu'il faut être là. Leur propre réalité. Mais le vrai couple, c'est l'histoire que Yatma est en train d'écrire, la légende de Mbar Siga et de Sira. Et qui finit mal. À la fin, et qui finit mal, n'est-ce pas, qui finit mal, parce que c'est justement ça. C'est justement, comme vous dites, les vrais couples, ceux qui s'aiment véritablement, en général, ne s'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ça, le vrai couple qui finit toujours mal, parce que les dieux sont jaloux, justement. Il y a le couple que Yatma forme
avec Maïmouna, avec Félan. Mais le couple qu'il forme avec Maïmouna, c'est un couple qui n'existe plus. Ils ne dorment même plus ensemble. Oui. Parce qu'à un moment donné, vous voyez des gens qui sont là, on les envie, tout marche, semble bien marcher de l'extérieur, mais rien ne se passe plus. Et le problème ici se pose entre amour et désir. On peut toujours aimer sa femme, mais il arrive un moment où peut-être on ne la désire plus. Vice-versa, ça arrive. Mais justement, et donc, il y a ce que les Sénégalais appellent le sutura. On est là. Justement, là, comme Thierno dit vice-versa, mais là, justement, ce n'est pas vice-versa. Parce que là, vous avez montré le point de vue de Yatma, de l'homme, que lui, il avait un problème de désir. La femme n'avait aucun problème de désir. Et elle l'a prouvé à la fin. La femme désirait toujours son mari. C'est Yatma, lui, qui était dans d'autres dispositions. Donc là, ce n'est pas vice-versa. Il y a un problème que lui ne veut pas adresser. Bon, je pense que quelque part, à la fin du roman, vous expliquez pourquoi, à un moment donné, il y a eu une cassure, parce qu'il y a vraiment... Il s'est senti vexé, vous avez un peu essayé d'expliquer, mais quand même, là, c'est le choix de Yatma qui dit que moi, maintenant, je fais chambre à part, alors que son épouse n'est pas d'accord. Mais c'est la faute à Maïmouna, parce que Yatma, quelque part, explique pourquoi, vraiment, il a choisi de prendre son matelas et de coucher quelque part à l'étage. Parce que la femme, à un moment donné, a pensé qu'on avait de grands enfants. Et là, c'est un clin d'œil que je fais aux femmes. Le troisième âge là, attention, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne peut plus se faire des gentillesses, etc. Non, Maïmouna n'est pas contre les gentillesses, comme je dis. Mais c'est ça. Elle l'a montré plus tard. Mais bon, comme vous avez essayé d'expliquer, un problème très important, c'est-à-dire que vous avez parlé du troisième âge, entre guillemets, c'est-à-dire à un moment donné où les gens changent, que ce soit les hommes et les femmes. Je pense que vous en avez même parlé, que ce soit, ou bien peut-être c'est dans le livre de Oumar. Il y a un problème d'hormones qui changent. Donc vous avez expliqué qu'à un moment donné, peut-être qu'elle était en période de périménopause ou bien de ménopause, et que Yatma n'a pas compris qu'elle ne le supporte plus, entre guillemets. Les femmes, là, avec leur bouffée de chaleur. Voilà, et qu'elle a subi quelques vexations, et il a décidé que lui, vraiment, ce qui est radical, elle m'a trop... voilà, mais susceptible, il a été un peu trop susceptible. Il s'est dit à un moment donné, c'est bon. Elle me donne des coups de coude, elle me dit que tu prends trop d'espace, tu réchauffes le lit, donc je vais me coucher. Mais à un moment donné, cette période, elle se termine quand même. Et lui, il est resté 2 ans après, vraiment, à la fuir comme ça. Je pense que vers la fin, Yatma n'a pas été très compréhensif. Vers la fin, Yatma, Maïmouna essaie de régler les problèmes. Mais l'autre couple que Yatma forme, c'est avec Félan. Et vous voyez, là, c'est différent. Justement. Là, ça marche. Ça, c'est presque un couple idéal. Oui. Parce que tout marche bien, etc. Mais c'est là encore que moi, je dis que la faute, c'est la faute de Yatma. Parce que Yatma n'a pas de problème, je dirais, physiologique. Puisque lorsqu'il est avec Félan, il n'y a aucun problème de désir. Il la désire, voilà, et tout marche bien. Et là, quand il vient là, il va se coucher. Ça, c'est le problème de la polygamie. Pourquoi les hommes sont obligés à un certain moment d'aller voir ailleurs, hein? Souvent, c'est la faute à la première. Là, on n'est pas d'accord. Oui. Des fois. Ouais. Mais c'est bien d'expliquer ici. Non, là, oui. Oui, voilà. C'est ça. Là, dans le cas de cet ouvrage-là, comme vous dites, c'est un parti pris. Oui. Voilà. Mais ça arrive. Ça arrive, mais quand même, chez nous, vous voyez, quelqu'un qui est polygame, mais tout se passe bien. Absolument. Mais... la plupart du temps, quand ça ne marche pas, ça vient parce que vous avez dit que Yatma, il a suivi un peu les conseils de son père qui lui a dit ne divorce pas. Parce qu'il avait pensé à un moment donné, il dit que c'est vraiment, moi, ça ne marche plus, je vais divorcer. Son père lui a dit ne divorce pas, prends une autre épouse. Et là, tu vas voir que voilà, les choses iront mieux. Là, quand tu vas souffrir ici, quand tu vas aller ailleurs, ça va être le paradis. Alors que justement, ceux qui théorisent la polygamie, peut-être des gens comme moi, on essaie d'expliquer aux femmes
que ce n'est pas parce que nous trouvons qu'elles ont des choses en moins ou bien nous trouvons qu'elles ne nous plaisent plus que nous allons trouver une seconde femme. Parce que si c'est vraiment cette réalité-là, la réalité de Yatma qui fait la polygamie, ce serait une catastrophe. Moi, je préférerais divorcer, aller trouver une autre épouse, que de laisser une épouse, de la délaisser, parce que même dans le Coran, c'est exactement écrit comme ça. Absolument. Ne les délaissez pas comme des cuillères que vous suspendez là-bas et voilà, être avec son autre couple. Et maintenant, on voit pourquoi elle, tous ses commentaires, pourquoi elle est aigrie, pourquoi lorsque même elle essaie d'être heureuse, il y a toujours ce fantôme de Felad et elle lui reproche ça tout le temps. Tu es là-bas, tu vis bien et moi quand je viens, tu me délaisses. Oui, en tout cas, je ne jette pas la pierre aux femmes. Je dis même quelque part que l'islam fait la part belle aux hommes, parce que l'homme, quand il n'est pas satisfait, il a la possibilité de chercher jusqu'à 4. Hein? Et l'islam peut-être. Et même plus peut-être. Oui, mais la femme n'a pas ce choix-là. Elle peut divorcer. Elle peut divorcer, mais des fois, elle choisit de ne pas divorcer à cause des enfants. À cause aussi, il faut sauver la face, etc. Et il y a l'amour qui n'a rien à voir avec le désir aussi. Ça aussi, c'est un grand problème qu'il faut poser. Parce qu'on peut être enfant et on n'a pas besoin de l'amour, ce n'est pas le corps à corps, c'est le cœur à cœur. Et l'âme à âme, comme vous le dites aussi. Hein? Vous avez dit aussi que c'est âme à âme, c'est cœur à cœur. Oui, d'âme à âme, de cœur, parce que ça arrive. De l'âme. Ça arrive. Mais hein? on n'est pas obligé on peut partager la même chambre, on peut partager le même lit. Là, oui, bien sûr. Voilà, Yatma n'est pas Mais il faut prendre aussi le cas. Yatma est un écrivain. Des fois, l'écrivain, il a besoin d'être seul pour pouvoir gribouiller. Et vous voyez, à chaque fois, absolument. Il cherche la solitude pour écrire sa légende. Tout à fait. Il faut avoir son espace. Si on regarde sur le plan de ce qui se passait sur le plan traditionnel. Et il y a l'autre couple, Ngan et Bouri. Ah oui, on a voilà ce couple atypique qui se boxe. Et quand on reproche à Bouri de se laisser tabasser, elle dit moi, et son mari la traite de putain, etc. Elle dit que c'est normal, je suis sa putain. Hein? Et elle me boxe, mais ça ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Parce que c'est une façon de me réchauffer, parce que le forgeron qui bat le fer là, est-ce que c'est pour le détruire, n'est-ce pas, etc. Donc, vous voyez... Il y a des couples masochistes aussi. Oui, exactement. Je pense qu'on verra ça après avec l'ouvrage de Doumar, avec tous les couples qu'il a décrits. Je ne sais pas ce qu'en pense mon nouveau mari, qui n'est plus tellement nouveau mari, Thierno. Ah, c'est un nouveau mari. Relativement. Relatif. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Thierno. Très heureux de vous retrouver. Alors, moi c'est vrai, j'ai plusieurs questions par rapport à votre ouvrage. Mais j'ai d'abord une question que je viens vous poser. Il y a quelque temps, on vous a entendu faire une sortie à l'encontre de l'ambassade de la France. Oui. Parce que la France vous a refusé le visa. Je pense que vous êtes un professeur, vous êtes un éminent écrivain. Et vous avez contribué à enseigner cette langue-là. Et vous avez aussi contribué à la diffusion de la langue française. Alors, je ne sais pas pourquoi l'ambassade de la France vous a refusé le visa. Et j'aimerais bien que vous reveniez sur cet épisode parce que si c'est un refus sans fondement, c'est inacceptable, eu égard à votre parcours et aux liens qui vous unissent à ce pays-là, mais surtout aux liens qui nous unissent à la France. Dans le passé, on a eu d'éminents professeurs, des intellectuels qui se sont vus refuser le visa. Je pense que ça doit arrêter. Oui. Et peut-être le gouvernement du Sénégal aussi doit intervenir. Absolument. On ne peut pas, je pense que vous n'allez pas vivre en France. Vous avez dépassé ça. Vous n'êtes pas réfugié ni, je ne sais pas, un émigré à votre âge. Donc, je voudrais un peu que vous nous expliquiez qu'est-ce qui s'est réellement passé. Merci de me permettre pour parler de cette mésaventure, comme l'appelle le ministre de la Culture, mon ami Aliou Sow, n'est-ce pas? C'est que ma fille, qui est installée à Nantes avec son mari, voulait m'inviter. D'ailleurs, moi, je n'étais pas très chaud parce que je ne veux pas tellement bouger maintenant. Mais elle a insisté et c'est elle qui a fait toutes les démarches et fourni tous les documents. Donc, ce qui m'a choqué, c'est qu'on m'a fait payer 106 000 francs. Parce que les frais pour le visa, c'est 52 000 francs. Mais on m'a envoyé une fille et un garçon qui sont venus
pour des renseignements chez moi, et les frais de déplacement, c'est 39 000 francs, quoi. Après, il y a d'autres frais, n'est-ce pas, estimés à 15 000 francs. Le tout, ça fait 106 000 francs. Et puis, au finish, on m'envoie un tchak-tchak qui m'amène une enveloppe, et il y a, quand j'ai retrouvé mon passeport, refus de visa. Alors, j'ai été un peu choqué, et c'est pourquoi j'ai écrit. Parce que je pouvais faire un recours. Mais j'ai dit au consulat de France que moi, je ne ferai pas de recours. Je voulais seulement leur faire peut-être une suggestion de réfléchir à ce qu'ils font. Parce que nous sommes un pays francophone. Moi, peut-être qu'ils ne savaient pas que je suis écrivain, professeur de français, etc. Mais tous les documents étaient prêts. Et je pense que s'ils respectaient le Sénégal comme nous avons du respect pour eux, ils sauraient que moi, je suis un écrivain de langue française qui contribue au rayonnement de la francophonie, n'est-ce pas? Mais je suis sûr qu'ils ne connaissent pas les écrivains. Ils n'ont pas fait de recherche. Ils ne s'occupent même pas de cela et ce n'est pas normal. Absolument. Mais c'est pourquoi j'ai écrit. Et il y a eu beaucoup de réactions parce que les gens protestent. Parce que vous pouvez faire toute la démarche jusqu'au processus, vous ne rencontrez plus un Français. Il y a que tout se passe avec entre noirs comme ça. C'est comme s'ils ne voulaient même plus nous rencontrer. Et je trouve que c'est anormal. Vous êtes dans un pays qui vous a accueillis avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de largesse, et vous avez des comportements qui rappellent quand même des comportements tout à fait révolus. Nous ne sommes plus à l'époque de la colonisation. Heureusement, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, je ne sais pas comment il a su cela, mais il m'a envoyé un WhatsApp pour me dire qu'il est au courant et qu'il va s'impliquer, n'est-ce pas? Et je le remercie au passage. Mais je pense qu'il faudrait qu'on parle à l'ambassade de France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui protestent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que ce qui est grave, c'est qu'on vous refuse le visa, mais on ne vous rend plus. On ne vous rend même pas une partie de vos dépenses là. Ça, c'est grave, quoi. Mais quand même, je pense vous avez raison. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que l'État du Sénégal va parce faire qu'aussi, il faut que l'État réagisse. Exactement. Parce que les gens protestent et disent que l'État laisse faire. les ressortissants sénégalais, les citoyens sénégalais, on les laisse arnaquer, quoi. Parce que c'est le mot que les gens emploient. On nous arnaque purement et simplement parce qu'on nous demande de l'argent. Et beaucoup de Sénégalais, quand vous allez là-bas, n'est-ce pas, à Global, n'est-ce pas, il y a une queue interminable. Oui. Et tout ça, s'ils payent. Mais c'est des millions, etc. Donc, ce n'est pas normal. Alors, pour ça, j'aimais bien la réciprocité qu'avait décidé le président dès le début. Pour moi, c'est une règle de diplomatie. Okay. Bon, c'est compliqué. Alors, Monsieur Fall, moi j'ai beaucoup aimé votre ouvrage. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Vous êtes un grand écrivain. Vous écrivez très bien. Mais pour cet ouvrage-là, je pense que c'est une constance chez vous. Vous écrivez cru. J'écris. Vous êtes cru vous êtes cru dans l'écriture. Et c'est peut-être ma première question. Est-ce que c'est un style ou cela répond à vos sentiments profonds? Est-ce que vous pensez que la manière dont vous imaginez les choses, l'inspiration, la manière dont elle vient, vous devez sortir ça comme ça, ou quelquefois vous mettez des gants, mais vous préférez coucher du papier vos émotions comme ça? C'est cru ou grossier? Cru peut-être. Parce que le thème que j'aborde, je pose le problème de l'amour, donc il y a la sexualité, même mes enfants, certains de mes enfants me disent, mais papa, ça... mais non, c'est-à-dire que moi je m'adapte. Okay. Mon style s'adapte au sujet que j'aborde. Parce qu'ici, je pose le problème de couple. Donc, quand je mets en situation Bourri et son mari, mais vous savez, le mari, c'est un ivrogne, c'est un rustre, et Bourri, c'est une pin-up.
vraiment, elle n'a pas froid aux yeux. Oui. C'est son langage, c'est très clair. Et elle le dit quelque part. Elle dit que aussi les gens sont hypocrites, qui condamnent des films comme Infidèles, par exemple, ces téléfilms-là, alors que ces téléfilms ne font que restituer la réalité de ce que nous vivons. Donc moi aussi, quand je prends un sujet, vraiment, parce que le texte-là doit refléter la situation, le statut du personnage. Parce que aussi, je suis homme de théâtre, et c'est ça. Et l'homme de théâtre, l'écrivain, il ne parle pas. Il fait parler les personnages. Et pour que ce soit crédible, il faut que le langage épouse la personnalité, n'est-ce pas, du locuteur. C'est ça pourquoi vous verrez que quand c'est le couple Mbut et Magou, c'est un autre style. Mais quand je pose quand je parle des autres couples, mais je suis cru. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les couples, n'est-ce pas? Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Je ne peux pas en dire plus. Bon, l'autre question que j'ai envie de vous poser, justement, vous avez parlé de Bouri. Vous avez parlé effectivement, à un moment, elle dit qu'elle accuse la société sénégalaise d'être une société hypocrite. Et vous avez cité, bon, même ça m'a fait rire, vous avez parlé des films infidèles de Wally Seck. On voit que vous êtes très imprégné de tout ce qui se passe en termes de cinéma ou de musique. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que ce n'est pas de la pudeur? Parce que si on mettait sur la place publique tout ce qui se passait dans les alcôves, dans des endroits, je pense, intimes, mais ce serait très grave. Pour moi, ce n'est pas de l'hypocrisie. Pour moi, au contraire, les choses sont bien arrangées. Ce qui doit se passer dans une chambre se passe dans une chambre. Ce qui doit se passer dans la rue se passe dans la rue. Ce qui doit se passer dans la mosquée se passe dans la mosquée. Parce que l'imam qui est dans la mosquée, qui est dans ses prêches ou qui est en train de diriger la prière, peut devenir un mari dans la maison. Bien sûr. Mais en ce moment-là, il enlève son costume d'imam. Il devient autre chose. Mais il ne peut pas amener son rôle de mari dans la mosquée. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Donc, est-ce que ce n'est pas de l'organisation, ou bien en tout cas, ce n'est pas que les choses sont effectivement bien séparées, cette dichotomie, elle est normale? Mais le livre n'est ni une mosquée ni une cathédrale. Oui. Le livre rend compte de ce qui se passe à la mosquée. Et quand on est à la mosquée, on parle de ce qui se passe à la mosquée. Quand on est dans l'alcôve aussi, à un certain niveau, on en parle. C'est ça aussi, on rend compte. Oui, mais donc ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais non, c'est-à-dire que ce qui condamne. Parce que condamner, moi je trouve qu'il ne s'agit pas, il ne faut pas condamner. Il faut peut-être, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, et moi je regarde ces films-là. Bon, je ne trouve pas qu'ils exagèrent. Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils amènent à la télé, devant tout le monde, dans le salon de tout le monde, ce qui se passe dans des endroits privés. Et ceux qui se disent que ce n'est pas normal, on les dit vous êtes hypocrite parce que c'est ce qui se passe. Non, la société n'est pas hypocrite. La société se dit que les choses sont bien rangées et que vous avez le droit peut-être d'être des artistes, de vous exprimer. Parce que pour moi, l'art, on ne censure pas l'art. C'est mon avis. Maintenant, ce qui s'offusque de ça aussi, on doit les comprendre, je pense. Oui, c'est le point de vue de certains, parce que beaucoup de gens critiquent comme ça, mais au fait, qui les a obligés de regarder Infidèles alors qu'on peut zapper? On peut aller voir ailleurs. Non, ça dépend, parce que vous n'avez pas toujours la télécommande, vos enfants peuvent regarder, parce qu'il n'y a pas de... Oui, il y a des possibilités, parce que nous sommes dans un monde ouvert. Et il est interdit, depuis 1968, il est interdit d'interdire. Non, c'est eux qui disent ça. Nous, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire ceux qui ont fait mai 70, on dit qu'il est interdit d'interdire. Ça n'engage que... Je comprends parce que moi, je n'interdis pas. Quand il y a des films, quand mes enfants regardent, je regarde avec eux. Après, je leur pose des questions. Faites le débriefing. Parce qu'il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser seulement parce que quand vous interdisez, il y a tellement maintenant de possibilités pour les enfants ou pour chacun de voir ce qu'ils veulent. Mais il y a des adultes, même des imams, qui, quand ils sont seuls dans leur chambre, c'est les sites interdits qu'ils visitent, n'est-ce pas? Mais dans ça leur aussi, chambre. nous le savons. Oui, mais dans leur chambre. Mais aussi, nous avons... les médias, nous sommes dans un espace très ouvert. Et il y a le choix possible. Tu peux zapper, tu regardes
il y a des télévisions où il n'y a que de la religion. Il y a des télés où l'on ne fait que de la musique. Il y a d'autres télés où il y a des films comme ça, etc., etc. Okay. Donc moi, je n'ai pas de tabou sur ce plan-là. C'est-à-dire que... Et c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Hein. Je leur apprends à lire un livre. Je leur apprends à regarder un film, mais il y a des images qui etc. choquent. Il y a des images qui ne sont pas obligées de... Parce qu'il y a des images qui Oui, bien traumatisent sûr. des Moi, enfants. je pense qu'on n'est pas encore au Sénégal allé trop loin. Mais même C'est si relatif. on veut libéraliser, on peut moderniser et puis se rapprocher de la réalité. Le premier film qui a essayé de passer le Rubicon, par exemple, c'est peut-être le film de Sembène, n'est-ce pas, Galloir, où on voit pour la première fois un personnage injurié en direct. Et aujourd'hui, vous voyez que les bagarres dans les téléfilms, les gens... Il y a des termes grossiers qu'on n'employait pas, mais les choses avancent. Hein. Ça n'avance pas. Non, c'est-à-dire, c'est là les où le choses progrès. changent. Les choses changent peut-être. Mais Oui, est-ce que ça avance? C'est parce que c'est en fonction des mentalités. Absolument. Et puis ces films-là, ces téléfilms-là, mais les gens les regardent. Ah, Ce qui les... Oui, il y a des succès. Il ne faut pas aussi se mentir. Hein. Certains regardent. Oui, voilà. Moi, je ne regarde pas, par exemple. Bon, beaucoup qui regardent. alors, j'ai envie maintenant qu'on parle des personnages de votre ouvrage. Les noms sont intéressants. Yatma, Bouri, Felan, Mbet Gueye, etc. Mais comment vous est arrivé le choix de ces personnages-là? Et l'autre chose que j'ai envie de vous poser aussi, c'est un peu le parti pris qu'il y a sincèrement dans cet ouvrage-là. Par exemple, tout à l'heure, Aliou parlait de Yatma. Je pense que Yatma, la manière dont il se comporte avec Maïmouna, la manière dont il se comporte avec Felan, c'est différent. Même si, bien entendu, on dirait qu'il veut protéger. Parce qu'à un moment, il y a un passage où il a entendu ses filles adoptives en train de parler de lui, et quelque part en mal, parce que l'aînée de ces filles adoptives-là voit en Yatma un danger, en tout cas quelqu'un qui n'a pas forcément des sentiments sincères pour sa mère, mais qui essaie de la bluffer, etc. Bon, Yatma s'énorgueillit, ou en tout cas est content lorsqu'il regarde Felan, surtout en tout cas dans le secret de la chambre. Il se dit comment son ancien mari a pu laisser passer un tel trésor, etc. etc. Et je pense qu'il n'a pas ce même comportement lorsqu'il revient sur ses pas, c'est-à-dire lorsqu'il retrouve sa femme, sa première, Maïmouna. Est-ce que en fait, c'est un parti pris que Yatma fait, ou c'est celui du narrateur là? Bon, parce que le personnage, il est libre, parce que je veux le libérer. Ce n'est pas forcément mon parti pris, mais parce que moi, l'écrivain quand même, il a un message à donner. Donc, dans le parti pris de Yatma, il y a certainement celui de l'auteur. Tout à fait. Forcément, mais ça ne veut pas dire que le parti pris du personnage tel qu'il est, n'est-ce pas, transmis par l'auteur est peut-être celui que le lecteur va partager. Parce que, donc, vous avez posé le problème aussi des noms. Oui. Moi, les noms, je les choisis beaucoup parce que je veux des noms qui sonnent sénégalais. Absolument. Mais au-delà des noms aussi, il y a des noms prémonitoires, des noms qui signifient quelque chose. Par exemple, Mbet Gueye. Et Bar. Et Bar Top. Donc, c'est le Mbet, c'est le proviseur, et Bar, c'est le censeur. Donc, les couples, il ne s'agit pas des couples dans le cadre conjugal seulement, mais à l'école, par exemple, le censeur et le proviseur, c'est un couple. Ça peut être un bon couple comme un faux couple. Parce que d'ailleurs, ici, c'est un faux couple parce que le censeur ne s'entend pas avec... Le proviseur. Et j'ai parlé d'autres faux couples, même sur le plan politique. J'ai évoqué de bons couples comme Senghor-Abdou Diouf, c'était un bon couple qui tenait bien. Mais il y a d'autres couples qui n'ont pas bien tenu, n'est-ce pas? J'ai parlé de Niass et Djiboka, n'est-ce pas, par exemple, etc. Donc, et j'ai parlé aussi du couple Macky Sall et Marème Sall Faye, et tout ça. Donc, il y a des couples à tous les niveaux, on les rencontre, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, quand Yatma est avec Felan, il est à l'aise.
C'est le désir, courant alors. passe. Ça aussi, il ne faut pas tricher. C'est comme ça que ça se passe. Dans les couples, hein, il y a des personnes avec qui on s'entend mieux. Ça ne veut pas dire que... Mais ils aiment d'un égal amour. Absolument. Maïmouna et l'autre. Et il le dit. Il dit que vraiment, je ne la quitterai jamais, je ne l'abandonnerai jamais. C'est une injonction paternelle, mais le peut-être. problème, c'est le désir qui s'est étiolé. Et ça peut arriver. Et c'est compréhensible. Hein, parce que il faut regarder autour de vous. Parce que moi, quand j'écris, hein, j'interroge les femmes, je parle avec les hommes à la grande place, je pose. Et en fait, ce sont ces choses que je véhicule là. Parce qu'en général, moi, je ne veux pas inventer des choses qui n'existent pas. Je veux que mes romans puissent aussi avoir une être certaine des crédibilité. sortes de guides pour ceux qui les lisent, qui y trouvent quand même quelque chose à redire. Mais quand, rien que le titre, toutes les femmes me disent ce livre, on va le lire. Les femmes sont d'accord avec le titre là, Le monde est plein de faux couples. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Parce que les hommes n'ont pas cette faculté comme Yatma, qui quand il voit Félan, qui la complimente. Mais qui Hein? complimente Il faut pas, complimenter les femmes quand elles se réveillent et vous présentent un bon déjeuner, quand elles se parfument et ont de nouvelles toilettes. Jonge, mais il faudrait qu'il le fasse pour les deux. Il faudrait qu'il le fasse pour les deux épouses. Hein? Il ne le fait pas pour Maïmouna. Non, pour Maïmouna, donc je vous ai expliqué, mais quand même, moi j'ai voulu montrer la réalité de ce qui se passe réellement dans certains couples. Dans certains couples. Mais il aime toujours Maïmouna. Mais le désir, ils ont de grands enfants et c'est Maïmouna, n'est-ce pas? Mais prof, vous épinglez beaucoup. Ne se fait plus belle. Ah non, etc., vous n'avez pas dit ça. aller. Vous n'avez pas vraiment dit ça. Mais non, Yatma, il dit que quand il la regarde, il voit qu'elle est toujours une femme désirable. Qu'elle n'est pas aussi vieille que oui, ça. elle est désirable, mais Oui. elle ne se... Parce qu'Aliou, en ce moment, je veux dire, le narrateur s'est effacé. C'est peut-être l'auteur qui parle. Non, même le narrateur, je veux dire que quand Yatma parle, Yatma dit toujours qu'il comprend Maïmouna parce qu'elle est restée une femme désirable et qu'elle a toujours ses besoins. Et Maïmouna le dit. Ah, exactement. Maïmouna le dit. Mais Maïmouna est toujours désirable. Absolument. Et Yatma le dit. Mais les petits riens qui accompagnent ça, Maïmouna a laissé ça se mettre... Mais est-ce que Yatma aussi Vous fait avez ça? vu à la fin comment elle s'est comportée? À la fin, quand elle a voulu renouer, bien. mais elle a changé de toilette, etc. Et elle est venue jusqu'au bureau de dire à l'autre de Yatna, il est l'heure de laisser se coucher avec ses ceintures de perles. Oui, mais parce et que- l'autre a compris que ça, c'est un signal que les choses doivent recommencer. Non, parce que là, il n'avait pas le choix. Parce que là, il n'avait pas le choix. Il avait laissé sa chambre. Aline, je ne te Non, comprends. Yatma, je lui donne pas d'excuses. Parce que Je donne pas professeur, d'excuses comment à Yatma. Yatma est Moi, dans je une suis... posture passive. Oui. Ce n'est pas uniquement à Maïmouna Non, de c'est faire- même pas ça, non. Yatma n'avait pas le choix. Il a laissé sa chambre à sa fille et à son mari. Oui. Donc là, elle lui a dit, la femme, Maïmouna lui a bien dit, tu n'as plus de chambre. Donc forcément, tu vas venir. Donc Yatma n'avait pas le Non, choix. mais avant d'arriver à ça, mais je veux dire, Ah. et par rapport à ce que tu avais dit, il n'a pas su accompagner de manière assez pédagogue Maïmouna dans cette situation, dans cette phase où elle traversait quelque chose peut-être Absolument. de manière intrinsèque. D'autant plus que Yatma, il est un peu libertin sur le bord. Yatma est infidèle. Yatma a des comportements qui sont vraiment... Mais voilà. et on dirait que le narrateur il- tolère à Yatma. Oui, non, ces- tout. ces Non, anciens Yatma comportements. a des aventures avec sa cousine qui est vulnérable, qui a des problèmes d'argent. Non, Yatma est... Ça dit qu'on pardonne tout à Yatma. a éconduit sa cousine. Non, mais avant de les conduire, ils avaient déjà une relation. Mais C'est avant, ce qu'il dit. est-ce que ce n'était pas pour se venger de Ouais, la mais mère? c'est ce qu'il a dit. Mais non, justement, Oui. mais ça n'excuse pas la conduite de Yatma. Exactement. Yatma est un Professeur, libertin. vous protégez Yatma. Non, Yatma est un- Vous installez Yatma sur Non, un non, fait. non, pas du tout. Mais Non, je pense Yatma, il n'a pas un comportement Non, reluisant, quoi. absolument C'est pas pas. du tout normal, ce qu'il fait. Yatma, non, c'est vrai. Là, voilà, moi je vous ai proposé. Ah oui, C'est non, à vous de juger. mais bien Oui, sûr. mais parce qu'en ce moment, on demande à Maïmouna de faire tous les efforts. C'est ce que vous dites, de redevenir Djongé, comme vous avez dit. Mais Yatma n'est pas dans une posture romantique. Il n'est pas dans une posture de ramener sa femme, de la comprendre, de l'accompagner.
C'est ce Mais que je suis en même on train a de dire. la soigner à la fin. Bah, Je pense que parce Yatma est guéri. À la fin. En Même- tout cas, moi, je suis très féministe et comme je l'ai dit, hein, je... Bon, ça se voit pas trop. Vous avez un personnage très macho dans ce couple. Mais bon, mais l'autre C'est chose une aussi, façon de dénoncer le comportement des hommes. Tout à fait. peut-être. Bah, l'autre couple aussi qui est assez atypique, vous utilisez le mot, c'est Bouri et Ngagne. Oui. Est-ce que c'est pas un faux couple finalement, ou est-ce que c'est un vrai couple, c'est un couple authentique? Parce que ce qui caractérise ce couple-là, c'est que la violence comment dirais-je, de Ngagne, de Ngagne est acceptée, tolérée et même exacerbée par Bouri. Oui. Elle s'en conforme. Mais est-ce que c'est Bouri, pas grave? Bouri aime ça. Mais oui. C'est ça, il y a des couples comme ça. Ok. Surtout, voilà, les femmes, certaines femmes aiment qu'on les réchauffe comme on réchauffe du fer. Ok. C'est peut-être ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé, Monsieur Ba, peut-être les couples survoltés. On va en parler là. Il y a beaucoup de types de couples, exactement. Mais c'est vrai qu'Aliou est devenu un coach du mariage et du couple. Ah. Je pense que voilà. Non, mais peut-être que j'ai... En tout cas, J'en c'est connais bien. beaucoup. J'ai mon vécu, dont je ne parlerai peut-être pas ici. Monsieur Ba, est-ce que vous avez peut-être un mot à dire? Je pense que vous n'avez pas lu le Oui, roman absolument. encore, mais est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Je pense que le titre déjà, il est bien choisi. Ouais. Monsieur Fall n'a pas parlé en fait du monde qui est plein de faux, en fait qui est fait de faux couples, mais plein de faux couples. Là également, ça nous ramène un peu à ce qui se dit souvent. On dit que l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Et ça, c'est les Allemands qui le disent. Donc ça veut dire que quand on est dans le cadre du mariage, peut-être qu'on vit la vraie vie. À un moment donné, on La ouvre romance est les yeux, finie. justement. La romance, elle est finie, ou bien en tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'estompent. Et de ce point de vue-là, il y a des éléments qui peuvent se comprendre. Maintenant, il est vrai que les typologies des couples peuvent aussi amener certains personnages à peut-être investir un certain comportement. Vous avez parlé du couple survolté. C'est ce couple qui marche un peu à la tension. Il y a des gens, vous les voyez tout le temps. Donc, se frapper dessus, mais jamais ils ne se séparent. Jamais. Là également, c'est psychologique. Il y a des couples comme ça. Peut-être que là, on peut dire que l'amour est trop fort. Ça rejoint également un trait de caractère qui est chez les deux également. Mais je trouve quand même l'ouvrage, effectivement, de ce point de vue-là, assez révélateur de ce que la société vit. On parle du mariage, c'est une projection que les gens font parce que c'est une socialisation, mais on ne prépare pas suffisamment les hommes et les gens au mariage. C'est un peu ce que vous avez dit Tout à fait. dans votre ouvrage. On va en profiter pour faire cette transition, peut-être pour parler de votre ouvrage. Vous avez toujours la particularité d'avoir des ouvrages qu'on peut difficilement classer. Oui, exactement. Toujours, c'est entre Roman, le roman, la nouvelle, l'essai surtout. Toujours les On traits. va vraiment parler d'essai pour ça. Ah oui, parce que surtout le style, il est romancé. voilà, au début, c'est plutôt le journal d'un coach en couple, je dirais, voilà. Ah bon? Au départ, mais il y a toujours le point commun de beaucoup de vos ouvrages, c'est un peu le sarcasme. On se dit que c'est peut-être une satire, c'est toujours comme ça que vous abordez vos ouvrages. Les langues sont déliées. Voilà. Et là, c'est le mariage entre amour et désamour. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous faites toujours des clins d'œil, des références à vos ouvrages antérieurs. Donc, il faut toujours peut-être aller lire des autres livres pour pouvoir avoir la référence. Comme disent les jeunes, quand tu n'as pas la ref, là, après, tu as du mal, on a du mal un peu à se situer. Et là, c'est un peu, comme je dis, aussi peut-être des jeux de mots, un peu les calembours, un peu comme Marouba Fall, un peu parfois les noms, tout ça pour ça. J'ai l'impression de lire les bandes dessinées de Goscinny dans Is No Good avec tout ça pour ça et son mari qui s'appelle Mila pour ça aussi. Donc je sais pas, vous aimez bien un peu
un peu faire rire les gens, un peu de sarcasme au début pour commencer. Je vous remercie d'abord, M. Ndiaye. Je remercie également Thierno Souleymane. Et je me félicite, en tout cas, je félicite mon confrère Marou Bofal et déjà ses productions, mais également me réjouis d'être avec lui sur le même plateau. Pour en revenir à votre question, je pense que c'est la vie qui est aussi sarcastique. D'une manière ou d'une autre, il faut prendre les choses avec l'humour qu'il faut, il faut prendre les choses avec la légèreté qu'il faut, même pour parler d'un sujet aussi sérieux que le mariage. Le mariage est si sérieux que certains en parlent comme étant d'une guerre, alors qu'il est quand même question d'amour. Donc le mariage est une guerre où les deux adversaires dorment ensemble, dit-on. Pour parler de cette guerre, où des esprits doivent s'ajuster, où les cœurs battent à l'ensemble, en tout cas à l'unisson, où en fait, à un moment donné, la réalité rattrape donc le couple. Je pense que la meilleure façon d'en parler, c'est simplement d'emboucher la trompette de l'humour. Et c'est de ce point de vue également que pour peut-être amener ceux qui vont lire le livre, donc dans cette romance, dans cet essai, dans ces descriptions, dans tout ce que l'on apporte en tout cas qui est lié à la psychologie, à beaucoup d'autres domaines, il faut y mettre en tout cas cet agrément qui leur permet, à chaque fois qu'ils lisent, donc d'être à l'aise. Il n'y a rien de mieux que l'humour pour cela. Absolument. Et là aussi, il y a beaucoup de parties un peu dans l'ouvrage. Comme je disais, c'est toujours des ouvrages un peu atypiques. Mais là, dès le départ, vous adressez certains problèmes de nos mariages à nous, nos réalités. C'est que nous ne sommes pas seuls dans nos mariages. Vous avez parlé un peu de l'ingérence, voilà, qui est un peu normalisée, normée. Peut-être qu'on n'appelle même pas nous ingérence. Nous, peut-être que ça fait partie de nos réalités. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou bien c'est quelque chose vraiment qui porte atteinte peut-être au mariage en lui-même? En fait, je pense que c'est le monde qui a évolué et nous ne savons pas exactement ce que nous sommes. Parce que nous sommes hybrides en ce moment. Nous sommes entrés dans cette modernité avec, peut-être on en parlait tout à l'heure, des traits de civilisation qui ne sont pas les nôtres, sans avoir en fait raffermi dans nos populations ce que l'on avait hérité de nos ancêtres. Et ça, je pense qu'il faut remonter peut-être un peu loin aux indépendances pour poser le vrai débat, qui est le débat de l'appropriation de notre culture et de la fierté que l'on doit avoir par rapport à nos valeurs. Et puisqu'on est dans un monde en pleine mutation et les générations se succèdent, cette modernité nous a en tout cas sorti du cadre d'évolution naturelle qui était la famille traditionnelle avec un espace de travail qui est proche en fait de l'espace social où tout le monde était ensemble, où en fait lorsqu'on est nombreux, on a de la force parce qu'il y a une solidarité dans le clan, une solidarité dans la famille, mais on était des civilisations agricoles également qui étaient portées donc réellement à travailler la terre, donc beaucoup de bras permettent simplement à la société donc de se fortifier. Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une société qui tend vers l'individualisme. Et c'est ce modèle-là que la colonisation nous a apporté. Dans le cadre de nos indépendances également, on a quitté les villages pour les villes. On en est même arrivé à appeler le rural l'urbain, c'est-à-dire que le modèle il est extraverti. On habite dans des appartements, c'est des endroits où on se cogne à tout bout de champ, on se marche les pieds, alors qu'on a lâché ce qui faisait notre force, l'éducation. Cette éducation-là, c'était une autorité qui était conférée simplement au groupe. Et ce collectif, ce groupe avait prééminence sur l'individu, de sorte qu'on pouvait toujours, en partant des règles définies par le groupe, que chacun d'entre nous, en fait, s'était approprié, maintenir une harmonie dans la demeure. Lorsque maintenant on est dans le cadre de couples qui habitent ensemble, c'est déjà deux individus qui ne sont pas donc de la même éducation, qui ont une vision différente de la société, une vision peut-être justement, une vision peut-être donc différenciée même de leur avenir, qui n'ont pas discuté parce que bien souvent il y a le coup de foudre. On n'en est plus à ce mariage de raison qui faisait donc la caractéristique de la tradition antérieure et qui a si bien réussi à nos parents.
et qu'en dépit de cette recherche d'harmonie qui est difficile, parce qu'elle fait appel également à beaucoup de concessions, une concession que l'on ostracise, que l'on met derrière sous le couvert de la liberté. Donc aujourd'hui, si le couple lui-même qui se cherche, il est obligé également de se frotter avec des accompagnants, avec donc une famille élargie, vous voyez bien tout ce qu'il peut y avoir comme problème en fait donc dans ces amours qui tournent au désamour. Donc au final, il y a beaucoup de choses qu'on aurait peut-être pu régler entre couples qui sont élargies à cause des pressions sociales, à cause du poids du regard, à cause de l'environnement qui agit sur le couple lui-même qui n'est pas arrivé à gérer ses propres contradictions. Et c'est de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, il faut apporter en tout cas une part de réponse par rapport à cette question que vous venez de poser, qui est une question importante. Parce que quand vous parlez de tradition aussi, quand vous parlez de culture, là où vous avez également questionné le mariage en fait. Pourquoi on se marie? Parce que c'est des choses qui sont différentes suivant les cultures. Quel est le but du mariage en fait? Là également, on peut toujours en appeler un peu à ce que la société, en tout cas au rôle que la société confère au mariage, comme au rôle également que nous, aujourd'hui, nous donnons au mariage. Avant, on se mariait parce qu'on obéissait aux prescriptions de la religion. On se mariait également parce qu'on avait simplement, on était dans ce qui est naturel. Un homme et une femme, à un moment donné, ils se lient pour élargir la lignée. Donc, on se mariait pour être en fait, raffermir les valeurs de société qui étaient des valeurs qui reposaient sur le sens moral. Parce que on comprend que la cohabitation naturelle entre les individus doit se faire dans le cadre du mariage. Quand on est dans le cadre maintenant individuel, avec une société qui a évolué et des individus qui, eux, aujourd'hui se projettent dans le modernisme, on oublie tout ce qui est tradition, tout ce qui était fondement de la société, et l'on se marie maintenant pour plusieurs autres raisons. Et ces raisons ne sont pas toujours les raisons objectives que l'on met en avant. Donc c'est des raisons quelquefois cachées, et ce mariage-là également, il est pris donc quelquefois sous le prisme de l'amour. C'est un coup de foudre, c'est également un mariage d'intérêt, c'est un mariage où également on se projette socialement parlant avec des liaisons non pas dangereuses mais intéressées, donc parce que c'est des familles qu'on rejoint, c'est également des groupes qu'on rejoint, puisque on sait tous qu'on est dans un monde où les gens cherchent des attaches, des lobbies. Donc je pense que c'est tout ça également qui fait que le mariage, aujourd'hui... Ça, c'est la base du mariage. C'est pourquoi on parle d'alliance. Parce que même les alliances que vous avez mises ici, c'est ça, le mot alliance, c'est parce qu'on va trouver des alliés, on va trouver un groupe aussi pour élargir peut-être la force du clan, la force de la puissance. C'est le but même déjà. À la base, c'était un peu un des objectifs du mariage également. À la base. Il y avait cette noblesse en fait dans la recherche, comme vous le dites, de l'alliance par rapport. L'individu représentait le groupe et le groupe lui-même se projetait par rapport à son développement futur. Et cette alliance-là était guidée par les représentations que la société se faisait en fait de chaque membre, parce que nous avions une éducation qui était sociale. Aujourd'hui, on a opéré cette rupture. Maintenant, c'est le poids, en fait, cette liberté dont Makhtar Diouf, lorsqu'il évoque les sociétés occidentales, dit en fait qu'elle ne revient simplement qu'à ne pas transgresser l'interdit. Et cet interdit-là, c'est en fait tout ce qui est en fait réglementation publique. En dehors de ce qui est réglementé, on a le droit de tout faire. Alors que dans la société d'avant, la liberté elle était encadrée par des valeurs morales. On est passé de sociétés morales à des sociétés totalement extraverties, où on mettait la religion, la morale au centre des processus. Aujourd'hui, on a plutôt des vérités qu'on s'est construites. Nous voulons aller avec une personne du même sexe. Nous voulons, par exemple, nous avons des représentations que nous faisons par rapport à notre propre personne. On parle de santé mentale, on parle donc de thématiques qui ne sont pas uniquement dues au progrès, mais qui sont dues plutôt à ce qu'on met derrière ce progrès-là. Là également, ce dévoiement de la société va influer sur le mariage, effectivement. Absolument. Et on en parlait tout à l'heure avec M. Fall. Vous avez parlé des couples. Et quel est le couple qui correspond le mieux aux gens? Vous avez parlé de 4 types de couples. Le couple fusionnel, le couple survolté, le couple apaisé et le couple batailleur.
C'est vrai que survolté et batailleur, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Je pense que c'est important aussi déjà de partir donc sur le départ. Quand on est en fait en couple, bien souvent, le mariage quand même c'est un mariage d'amour. On trouve quelque chose à l'aide qu'on s'est choisi. Mais comme je le dis également dans le livre, les Italiens disent que les mariages et les macaronis ne sont bons que chauds. Donc c'est ce qui fait qu'au fond, ces couples qui semblent être fusionnels au début, donc où l'on s'entendait, parce que tout de suite on parlait de l'amour qui est aveugle, mais du mariage qui rend la vue en fait aux deux individus qui sont en présence. Donc ces couples qui en fait s'étaient choisis en ne regardant pas en fait, en n'observant pas, en ne faisant pas attention au caractère des uns et des autres, au début ils semblent fusionnels, mais au fond, donc c'est des couples qui doivent régler certaines contradictions. Tout à fait. S'ils arrivent à régler ces contradictions, ils sont maintenant dans l'apaisement. C'est des couples maintenant qui deviennent apaisés. Mais avant d'en arriver à ces couples apaisés-là, il y a des couples qui carburent au feu. C'est la tension. C'est ces couples, effectivement, où il y a ce voltage, donc ils sont survoltés. Il y a des couples également qui donc se chamaillent tout le temps, mais qui ne se séparent jamais. C'est les couples batailleurs. Et je pense qu'il y a ces typologies de couples qui, en fait, peuvent caractériser ce que l'on voit. Ce ne sont pas les seuls types de couples, évidemment, puisque tout ce que l'on fait subit également l'imperfection qui est rattachée à... Parce que les couples survoltés, comme le couple de tout à l'heure, Bouri et Ngaï, ont plus de chances de durée que les couples batailleurs, parce que c'est différent. Parce que batailleurs, c'est des gens qui se disputent tout le temps, et qui n'en viennent pas forcément aux mains. En général, ils n'en viennent pas aux mains. C'est des discussions de pseudo-intellectuels, de RNT, toujours, vous n'êtes jamais d'accord. Là, c'est des tuiles l'amour. Là, c'est plus... Et c'est là où c'est important d'en revenir au principe même qui guide le mariage, ou bien au fil conducteur qui doivent guider un peu deux personnes qui vivent ensemble. Absolument. On peut batailler, on peut discuter, mais toujours il y a un encadrement de la parole, il y a une communication qu'il faut surveiller, il y a également une approche, même pour dire non, avec peut-être la manière de le dire en simplement questionnant, en interrogeant plutôt qu'en disant de façon abrupte non. Je pense que c'est également ces aspects-là qui sont en fait qui illustrent ce type de couple. C'est la manière dont les gens se prennent qui également explique le couple. Vous avez également parlé des conflits et comment on les règle, mais peut-être je vais laisser peut-être Thierno qui va aborder cet aspect-là et d'autres aspects aussi. Je pense qu'il a beaucoup de questions, lui, le spécialiste. Non, je suis spécialiste de rien, au contraire. Je pense que je suis très heureux de retrouver M. Omar Ba, qui est sûrement un de tes collègues maintenant que tu es un coach en mariage et en couple. Tu n'es plus maintenant qu'un seul patriarche. C'est la deuxième fois que tu le dis. Oui, mais parce que... Ça t'étonne un peu, quoi. Non, ça ne m'étonne pas. C'est juste que, par un heureux hasard, on a deux ouvrages qui parlent du même sujet, de l'amour et du mariage. C'est pas un hasard, hein, c'est un peu sous le signe de la Saint-Valentin. Exactement. Voilà, comme d'hab, tu fais de beaux castings en tant que patriarche. Alors, Omar, merci de nous présenter cet ouvrage-là. Je pense qu'il est intéressant à plusieurs égards. D'abord, le style. Hein. Je pense que c'est comme il a dit. Moi j'aime bien la manière dont vous écrivez. Parfois, on sourit même sans le vouloir, etc. Et vous nous prenez par la main, on se promène. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Bon, c'est vrai que quand j'ai vu le titre, j'ai bien eu envie de dire, mais quel sera le contenu? Est-ce qu'il y aura, ce sera une histoire avec une base un peu de polar, etc., comme s'il sait le faire. Mais bon, c'est tout autre chose. Hein. Vous nous invitez dans un cabinet de confession et là, vous diagnostiquez un peu le mariage. Mais j'ai une question que j'aimerais vous poser tout à l'heure, parce que vous avez parlé des valeurs. Vous avez dit qu'avec le bond vers la modernité, on semble avoir perdu des valeurs. Et moi, j'ai envie de vous demander plutôt, est-ce qu'on ne doit pas faire l'inventaire de ces valeurs-là? Parce que de quelles valeurs il s'agit? Si je donne un exemple très simple, vous avez beaucoup parlé de religion. Lorsque la religion musulmane advient, cette religion vient dans une période, dans un contexte compliqué et différent, à telle enseigne qu'elle charrie des solutions qui sont à l'encontre des pratiques qui l'ont précédé. Et je pense qu'en ce moment, cette société-là ne veut pas retourner à la station pré-islamique ou anti-islamique.
Est-ce qu'aujourd'hui, si vous dites qu'on doit prendre l'escalier ou l'ascenseur pour retourner dans des valeurs qui sont dans le passé, est-ce à dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, et précisément dans le mariage, ce sont pas de bonnes choses? Nous sommes dans un paradigme différent et que les bons mariages sont les couples qui ont été formés dans le passé. Voilà un peu ce que je... En fait, c'est une question effectivement qui est complexe. Je pense qu'il y a du bon dans ce que l'on vit aujourd'hui. Il y a du bon également dans le passé. Mais le problème de fond, c'est que chez nous, on a pratiquement renié notre passé. Pratiquement. Et ça, ce n'est pas que dans le mariage, c'est dans le construit social. C'est peut-être les pères fondateurs, je ne sais pas. Mais à un moment donné, on a raté le coche. Et on n'est pas revenu également dessus. J'aime à rappeler la manière dont dont on a formulé le 9e plan, mais avant l'étude prospective Sénégal 2015, où il y a une partie qui s'appelle valeurs et mentalité. Et cette étude Sénégal 2015, elle était justement coordonnée par Souleymane Bachir Diagne, qui est un philosophe. Donc ça veut dire que le ministère de l'économie, des finances et du plan, à l'époque, pour pouvoir simplement apporter le meilleur schéma de développement qu'il fallait au pays, avait pensé déjà aux valeurs et mentalités, mais avait convoqué pour moi, la sagacité, la technicité, l'expertise d'un philosophe pour coordonner cette étude prospective qui devait normalement nous projeter sur un horizon de 25 ans, d'une génération. Aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas appliqué, c'est ce qu'on n'a pas fait depuis nos indépendances, parce que, comme on le dit, nous savons très bien formuler, faire, mais nous ne savons pas appliquer. Et pour ce qui en est des valeurs, on a eu plusieurs occasions de nous réinterroger, et les gens le disent. Quand on parle de nouveaux types de Sénégalais, quand quelquefois les plus âgés parlent de la nouvelle génération, c'est vrai que ça ne veut pas toujours dire que lorsqu'on critique ce qui est nouveau, on est dans la vérité. Mais toujours est-il que dans le cadre du mariage, notre société était construite, lorsqu'on est également sur la religion, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit que le bon croyant, c'est celui qui a de bonnes valeurs morales et qui est doux avec son épouse. Donc je pense qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'entendre. Et l'islam, quand il vient, ce n'est pas que l'islam, le christianisme, donc les religions en général, mais comme effectivement je suis musulman, et je connais très bien, en tout cas mieux la religion musulmane, l'islam quand il vient accompagner les sociétés humaines dans l'établissement de bonnes valeurs. Et c'est pourquoi également l'islam a épuré, a laissé certaines valeurs qui étaient les meilleures, mais que nous renions quelquefois. Nous oublions que nous avions de bonnes traditions, que l'islam également peut nous accompagner, et même en mettant en place ce droit qui quelquefois tenait compte des cadis au moment de la colonisation. Donc aujourd'hui, on oublie qu'il y a cette assise-là qu'il faut encore revisiter, nos valeurs d'islam. Et même dans les sources du droit, on a cela. Et je pense que c'est justement cet effort-là qu'il faudra faire en tout, parce que c'est ça qui nous permettra d'être patriotiques. Quand on parle des valeurs islamiques ou bien de société, et quand on le ramène à l'échelle du pays, ça nous met dans la citoyenneté, dans le patriotisme, dans ce que, en fait, l'on dit souvent, warnen jomb. Donc, on doit être encore meilleur que ceci. On doit avoir, en fait, cette honte de faire telle ou telle chose. Donc, je pense que ce sens de l'honneur qui est dans nos valeurs de civilisation, c'est ce vers quoi on doit tendre. Et c'est ça qu'on a oublié. Et je pense que si dans notre éducation, au-delà du fait de parler français ou bien de parler wolof ou pulaar, si on mettait en avant les valeurs de société et qu'on essayait en fait d'en faire la boussole de nos actions, là on aurait pu, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tout autre processus de développement ou bien processus social, donc réellement valoriser ce que nous sommes et nous projeter vers la modernité avec maintenant ce qui nous caractérise le mieux. Donc je le dis dans l'ouvrage, les Chinois, eux, ils parlent de la maman. Quand on est dans le cadre du mariage, nous également, nous sommes dans ça. Les civilisations aujourd'hui avec lesquelles nous sommes les plus proches, c'est généralement celles dont on dit qu'elles sont des pays émergents, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde ou bien d'autres pays comme cela. Mais quand les Chinois disent que lorsque vous achetez une maison, vous regardez les poutres, mais quand vous prenez une femme, vous regardez la mère, ça va avec ce que nous disons. Nous disons que en fait, l'instrument social de la maman, c'est en fait le salaire futur de l'enfant. Là où le Toubab, lui, il dit tel père, tel fils.
Donc je pense que ces valeurs-là sont des valeurs qui peuvent nous permettre de construire notre société à l'image d'autres sociétés qui sont appuyées sur leurs valeurs pour pouvoir donc s'intégrer dans ce modernisme qui n'est pas univoque. Donc je pense qu'il y a quand même une interrogation à faire. Mais là également, pour le faire, il faudrait que l'on donne la parole à certains sachants. Il faudrait que l'on crédibilise le savoir. Il faudrait que les gens, on ne leur donne pas la parole pour parler à l'emporte-pièce. Il faudrait également qu'on se dise la vérité. Ce masque-là qui vient souvent avant la vérité, il faut qu'on le remette à l'endroit. Donc il faudrait que ceux qui parlent publiquement, qu'ils soient mis en face de leurs propres paroles, qu'ils soient confrontés à leurs errements, et que ces errements soient appelés errements et non pas politiques ou bien justement stratégie ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est bien souvent ces principes que l'on accorde à nos partisans et que nous dénions à nos adversaires. Donc ces jugements à géométrie variable qu'on dénonce lorsqu'on n'est pas en face de nous-mêmes, qu'on doit également, et nous tous, que ce soit les journalistes, que ce soit d'autres, opposer à notre société et nous dire qu'il faut qu'on se revoie dans le miroir et qu'on regarde ce qui est bon en nous, ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut également prendre de ce qui est moderne et prendre de ce qui est aussi donc nos traditions. Mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous parlez vous évoquez le code d'honneur comme boussole. Je pense que c'est important. C'est ce qui doit nous définir et c'est ce qui doit déterminer notre chemin. C'est-à-dire qu'être fidèle, comme vous le dites, à nos principes, à ce qu'on dit et ne pas trahir notre parole, ne pas être dans le reniement. Je pense que ce sont des choses parfois qui irritent le mariage, malheureusement, et qui l'orientent dans un mauvais sens. C'est pourquoi, à un moment de votre ouvrage, vous parlez de moule de socialisation, pour parler du mariage ou de processus social. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que, alors, ce qui est fondamental pour réussir le mariage dans ce sens, c'est la disposition mentale? Est-ce qu'il ne faut pas une très bonne disposition mentale, ou en tout cas être préparé psychologiquement, psychiquement, etc., avant de plonger dans ce bail qui doit être éternel, comme vous le dites, parce qu'on se marie en général pour être dans ce couple éternellement. Est-ce qu'il y a un coaching préalable qui est nécessaire pour un peu réussir ce contrat-là? Je pense que vous touchez du doigt la question essentielle. Ce coaching, il est fondamental. Et c'est un coaching social. Nous procédons de sociétés collectives qui, normalement, comme vous le dites, doivent apporter un moule. Les initiations. Exactement. Ce genre de Merci. choses, Il y avait tout ça. Je pense que lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans la littérature, que ce soit Diène Faye, que ce soit Raphaël Ndiaye, que ce soit Guissé Edia lorsqu'il parle d'Abou Bakri Kane de la Grande Royale, Fadel Dia lorsqu'il parle de la vie était lente et tendre, quand on parle du prix Goncourt, comment il s'appelle, Djali Amadou, qui parle de Mounial, donc patience, la patience, dont elle dit que c'est le seul bon caractère. C'est ce qui structure la vie, c'est ce qui structure le mariage. Et elle dit que la patience est la seule valeur de la religion, la valeur de la vie. Donc c'est des aspects sur lesquels la société, elle faisait ce travail de préparation, de coaching à l'endroit de ses fils. Maintenant, comment elle le fait? Là, c'est des éléments sur lesquels peut-être il va falloir s'interroger. Aujourd'hui, ce qu'on a perdu en chemin, c'est simplement que les familles sont nucléarisées. Mais les familles également sont composées de couples qui aujourd'hui n'ont plus en fait ce souvenir, n'ont plus cet héritage, parce qu'elles se sont coupées en fait de tout ce qu'il y avait de bien avant. Donc cet héritage qu'elles devraient normalement transmettre à leurs enfants. Et de ce point de vue-là, quand on remonte en fait à certains auteurs que je viens de citer, Diène Faye par exemple, ou bien Dia, il parle simplement du fait que dans la société traditionnelle, les couples étaient accompagnés par des chants initiatiques. Il y avait des modalités qui donnaient simplement aux prétendants de retourner voir les jeunes filles dans leur famille, de faire un séjour. Quelquefois également, il y avait des travaux d'investissement dans les champs de village. Ça, c'était pour montrer un peu l'humilité, pour montrer cette propension, en tout cas cette bonne éducation qui existait également chez ces prétendants. C'est simplement également donner l'occasion aux jeunes toutreaux, l'occasion de se connaître, mais dans des groupes d'âge où ils ne sont jamais seuls, mais où ils peuvent également
s'apprécier, se voir. Et peut-être là également, donc c'est un peu la période des fiançailles qui dispose déjà les deux jeunes tourtereaux à préparer leur mariage. Et je pense que c'est tout ça également qu'on a occulté. Aujourd'hui, dans le cadre de la préparation des jeunes au mariage, bien souvent, ce que l'on demande en fait à la génération nouvelle, lorsqu'il y a une fille en âge de se marier dans la maison, on lui dit simplement va saluer tel ou tel lorsque on croit que le visiteur c'est un bon prétendant, parce que tout est mesuré aujourd'hui à l'aune en fait de la richesse, à l'aune de l'avoir. Alors que les sociétés traditionnelles ne pensaient pas à cela. Ils pensaient plus en fait aux bonnes qualités. Elles pensaient plus en fait vraiment à tout ce qui est rattaché à la famille. Et c'est là où également le fait qu'on était dans des espaces où chacun, où les gens se connaissaient, était important dans le choix même des conjoints. Alors que dans cette société moderne également, une société de complexité où l'on se rencontre, l'on s'aime et l'on désire se marier, en ignorant tout les uns des autres, en ne faisant pas en fait ces enquêtes sociales qui se faisaient, en n'ayant pas en fait toute l'historicité sociale donc de celui qui est en face. Donc ça veut dire que c'est presque une loterie qu'on est en train de faire, surtout si on regarde les choses sous le prisme de l'amour. Donc c'est là où la préparation, elle est importante, mais c'est là où également elle nous fait défaut aujourd'hui. Peut-être un mot pour terminer, peut-être avec M. Fall. Plaisir que je partage le plateau avec M. Foutiouba, qui aborde un problème très important, le mariage. Surtout aujourd'hui que tout le monde déplore le nombre de divorces considérable parmi les jeunes. Peut-être qu'il faut revenir sur ce que c'est que le mariage, comment concevoir le mariage, qui est une manière pour l'homme de se reproduire, de reproduire l'espèce, de conserver, d'assurer la survie de l'espèce humaine. Si on ne se mariait pas, peut-être que vraiment l'espèce humaine serait vouée à la disparition. Donc sur le plan religieux, c'est cela. Et sur le plan social, bien sûr... là aussi, un clin d'œil à un pays que peut-être qu'on connaît bien, là où on parle de réarmement démographique, parce que les jeunes ne se marient plus, n'ont plus d'enfants, ne font plus l'amour. Donc on tend vers ça peut-être. Parce qu'à cause des problèmes économiques, ils avaient voulu restreindre les choses et ils se rendent compte que maintenant, je pense que ce n'est pas ça. Le mariage dépasse cela. C'est une question fondamentale. Donc, c'est la survie de l'espèce humaine. Maintenant, dans chaque société, il y a une manière de concevoir cela, n'est-ce pas? Par exemple, vous parlez de modernisation. C'est peut-être pas la modernisation qui pose le problème en Afrique, c'est l'occidentalisation, parce qu'on veut se marier comme se marient les Occidentaux, ce n'est pas la même chose. Et nous n'avons pas la même conception, n'est-ce pas? Par exemple, en Wolof, si nous prenons le point de vue de nos grands-mères, par exemple, sëy xare la, buñ boo ci amee doom jam nañ la. Donc, le mariage, c'est une bataille, en fait. Mais c'est une bataille pacifique. C'est une bataille pour la survie et la femme, dès qu'elle a un enfant, n'est-ce pas, elle est piégée. Elle ne peut plus quitter, n'est-ce pas, ce mariage, sinon elle abandonne sa progéniture, n'est-ce pas. Ensuite, on dit, le problème du mariage, de l'amour dans le mariage se pose. On dit que jigéen du bëgg dafay miin. L'habitude. Donc, vous voyez, c'est pourquoi... quand il évoque le problème de la société traditionnelle, le mariage dans la société traditionnelle, le mariage était encadré par la société. Il y avait ce coaching social dont on parlait, parce que ce n'est pas deux individus qui se rencontrent et qui comptent un foyer, mais c'est deux familles, deux clans. C'est ça qui fait que peut-être on se demande si l'amour tel que c'est en Occident, ça existe chez nous. Parce que ce n'est pas un problème individuel. Est-ce que ça existe chez eux déjà? Ça, voilà, c'est un autre questionnement. Le problème, parce que même dans toutes les sociétés, parce que quand vous retournez au Moyen-Âge, le mariage forcé existe.
Parce que ce n'est pas seulement en Afrique. Je dirais plus Ce arrangé n'est pas que forcé. seulement en Afrique. Il y a des mariages d'affaires, Arrangé. des mariages arrangés, etc. Donc, on a accusé l'Afrique de toutes les tares. Mais quand vous retournez dans l'histoire, vous voyez que toutes les sociétés, au début, quand elles balbutient, ont les mêmes comportements. Peut-être qu'avec le temps, les choses évoluent. Moi, je n'aurais pas n'est-ce dit ça de la même manière. Je ne dirais pas que c'est des balbutiements. Moi, je pense que c'est des sociétés qui étaient au summum, pour moi, de leur civilisation et de leur développement, qui avaient ces comportements qu'on peut appeler traditionnels. Parce que pour moi, traditionnel n'a rien à voir avec un retard sur le plan, par rapport à la chronologie. On pense que la tradition vient avant la modernité. Je pense qu'il y a un recul. En fait, pas. C'est des problèmes culturels, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit plutôt de recul. Parce que lorsqu'on prend en fait ces sociétés-là, dont on dit qu'à un moment donné, elles ont été traditionnelles, la polygamie dont on parle aujourd'hui, elle existait dans les sociétés romaines, grecques et autres. Donc aujourd'hui, ce recul, il est dans l'invention de nouveaux référents. Tout à fait. Et ces nouveaux référents, je pense qu'il n'y a rien de mieux qui les traduise que ces concepts de LGBTQ. Tout à fait. Donc on se cherche. On a parlé tout à l'heure de perpétuation de l'espèce. Si on était dans donc ces logiques donc, qui ne sont pas des logiques de nature, donc si on était dans ces logiques, l'espèce ne se perpétuerait pas. Vous avez parlé de réel moment donc démographique tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a péril en la demeure. Et malheureusement, c'est les concepts qu'on s'est inventés, c'est effectivement donc ces démarches d'esprit que l'on a mis en avant qui aujourd'hui nous font frapper la tête contre le mur. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment, deux ouvrages, comme il dit, on ne sait pas si c'est une coïncidence ou en tout cas c'est vraiment le thème de la semaine. Le monde est plein de faux couples, un excellent roman de M. Marouba Fall qu'on conseille à tout le monde, qui est publié aux éditions L'Harmattan Sénégal. Également, cet ouvrage très bien structuré, aussi très intéressant et très instructif de Oumar El Foutouba qui s'appelle « Le mariage entre amours et désamours ». Ça aussi, vraiment, qu'on conseille à tout le monde. Nous avons été très heureux, encore une fois, de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Tout le plaisir a été pour nous. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission en recevant une jeune entrepreneur culturelle. Elle vient nous parler de la remise de dons aux pouponnières qu'elle organise à travers son association Defte Yalla Takh. Nous recevons Madame Thiara Loum. Bonsoir Thiara, ça va? Bien. Bonsoir Madame Loum. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois sur ce plateau. Merci beaucoup. Et ce soir, vous venez nous parler de votre association qui s'appelle Defte Yalla Takh. Oui, exactement. Vous avez organisé récemment des remises de dons aux pouponnières. Oui. Je pense que vous avez ciblé beaucoup de villes du pays. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de cette association que vous avez en même temps que vos entreprises sur le plan des produits locaux? Vous avez beaucoup de casquettes apparemment. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. C'est un plaisir de revenir pour montrer une autre casquette qui est notre partie sur l'entrepreneuriat social. Alors exactement en 2018, nous avons créé notre association qui est Defte Yalla Takh et qui œuvre dans le social suite à une visite à la prison de Rebeuss. Donc j'étais partie avec mon ami Insa et il m'expliquait le cas d'un détenu et à la sortie, j'étais submergée. Je me suis dit, puisque ce sont des hommes qui ont ces problèmes-là, imaginez les femmes. Et comme j'ai une grande communauté, je connais beaucoup de personnes, alhamdoulilah, j'ai juste pris mon téléphone et j'ai mis un statut collecte de serviettes hygiéniques. Et j'ai commencé à recevoir énormément d'argent à acheter et je faisais des photos, je remettais en statut et on a réussi à collecter 400 paquets de serviettes hygiéniques. Et c'est comme ça que c'est parti et depuis 2018, on est là. Et rappelez encore que c'est juste avec ma communauté et mes amis. Absolument. Oui. Et en ce qui concerne les pouponnières, vous vous êtes dit également qu'il faut élargir à tout ce qui est enfance.
Oui, alors Defte Yalla Tar, on a voulu avoir un nouveau visage du social, donc à toujours traiter des thématiques. Exemple, cette année, on a pris les pouponnières, mais à la base, on a organisé un vide dressing solidaire. Donc on s'est dit que c'est pas intéressant de toujours demander de l'argent. Donc on a dit aux gens, si vous avez des habits que vous n'utilisez pas et qui sont en bon état, parce qu'on sait que sur Dakar, nous sommes des acheteurs addictifs. Et du coup, voilà, on nous a donné des centaines et des centaines d'habits qu'on a remis en état et sous l'aval de la mairie et de la sous-préfecture, on a organisé un événement, un vide dressing au rond-point Yoff et on a vendu à de petits prix et toujours dire que c'est pour le social. Et voilà, on a réussi à collecter une belle somme quand même qu'on a utilisée derrière pour acheter tout ce qu'il fallait pour les pouponnières. Et on a fait la tournée le samedi 3 février dernier. Donc encore une fois, ce n'est pas seulement faire du social, ce n'est pas seulement le geste, mais c'est de sensibiliser et de dire qu'avec les choses qui nous entourent et juste avec des idées, on peut réussir à impacter la société. Et quelles sont les villes qui ont été choisies? Alors, à la base, on avait 5 villes, c'était Kaolack, Saint-Louis, Mbour, Thiès et Diourbel. Mais le samedi passé, on a fait Mbour et Diourbel par souci de logistique. Voilà. D'accord. Et il vous reste quelle ville à faire? Est-ce que vous pensez aller aussi dans la sous-région, des pays limitrophes, la Gambie? Alors, Saint-Louis était phare dans le projet, mais dernièrement, on a reçu une sollicitation d'une école donc, qui dit être plus dans le besoin de courant, d'électricité, de murs et de matériel didactique. Et du coup, là, le projet va carrément changer parce que, pour rappel, lorsqu'on était à l'école primaire, il nous arrivait souvent qu'on nous demande de cotiser 100 francs pour quelqu'un. Et comme j'habite là où j'habite, il y a une grande école où il y a des milliers et des milliers d'élèves, j'ai pensé à faire un projet où on va demander à chaque élève 100 francs et c'est cette somme collectée qu'on va utiliser pour faire le mur, le courant, l'eau, tout ce qu'il faut pour encore une fois sensibiliser les jeunes dès le bas âge sur l'importance du social. Donc le projet va changer de visage. Absolument. Tierno. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce que vous venez de dire me rappelle un peu ce que fait mon ami Junior Nietzsche. Il sillonne le Sénégal pour construire des écoles ou en tout cas rétablir des hôpitaux. Je pense que c'est une très bonne chose. Je vous félicite parce que pour moi, il y a beaucoup de jeunes qui se distinguent dans un autre registre, parfois de façon assez malheureuse. Et je pense que l'État du Sénégal et les autorités doivent encourager les jeunes qui se distinguent dans le social, dans la solidarité, parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de visages positifs et d'actions qui peuvent booster et en tout cas inciter d'autres jeunes à s'engager positivement. Les émulations positives, elles sont importantes lorsqu'une société doit émerger, surtout qu'on dit qu'on veut l'émergence. Donc dans ce cadre-là, moi je vous félicite, je pense que c'est une très bonne chose. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous êtes entrepreneur parfois, d'autres fois vous êtes une championne du social. C'est bien, je pense qu'à un certain âge, il faut s'engager, il faut libérer son énergie et voilà, et cette énergie doit aller attraper ou en tout cas rattraper toutes les causes qui sont en tout cas importantes pour une société. De ce point de vue-là, je vous félicite. Alors moi, ma question, c'est peut-être par rapport à l'organisation. Est-ce que vous ne pensez pas que dans une chronologie de vos actions, vous ne devriez pas peut-être vous engager sur un projet ou en tout cas dans un endroit et vous concentrer toute votre énergie sur ça, sur Dakar ou sur Yoff, avoir un impact positif et concret avant d'aller ailleurs. Sinon, vous pouvez peut-être émietter vos efforts en voulant être présent dans plusieurs endroits en même temps. Alors, merci beaucoup pour cette réflexion, cette question. Je ne saurais mettre le point. Mais pourquoi on veut toucher un peu partout? Parce qu'à Dakar, il y a beaucoup d'actions sociales. Pour la plupart, beaucoup de personnes, lorsqu'ils font par exemple des dons, c'est la pouponnière de Médina, c'est la prison des femmes de Liberté 6 et tout. Et c'est important d'aller quelque part où ce n'est pas encore exploré et de les mettre en avant sur les réseaux pour que les gens puissent savoir que ça existe et que voilà, nous, on veut juste tracer le chemin. Et pourquoi on m'a refait, la même remarque dernièrement quand je suis partie à la direction de l'administration pénitentiaire pour déposer une demande de don à la prison des femmes de Liberté 6. Un monsieur m'a dit, mais pourquoi vous vous limitez toujours
aux mêmes endroits. Ailleurs, il y a des gens qui en ont plus besoin. Et ça m'a fait réfléchir et sur le coup, j'ai changé la demande. Et je me dis que si on le fait, peut-être que d'autres aussi vont aller ailleurs parce que ceux qui sont sur Dakar, oui,